Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lotin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui à la compagnie d'Éric Pérez. Bonjour Éric, Salut Ben. merci d'avoir accepté mon invitation. Écoute, merci, c'est gentil à toi de me donner cet espace de parole, hein. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de, ce qui est, de ton activité, de ce que tu fais? À quoi Ouais, ça ressemble? alors quand tu me dis activité, j'entends activité professionnelle, hein, c'est ça? Oui. Ok, parce que sinon j'allais te dire que mon activité, c'est de vivre ma vie. Mais si on recentre plus sur l'activité professionnelle, je fais plusieurs choses aujourd'hui. C'est-à-dire que j'accompagne des gens à travers du coaching à pouvoir justement construire un petit peu leur vie sur mesure, cette vie du nouveau monde, comme j'aime l'appeler. Parce que l'idée, c'est justement de pouvoir harmoniser un peu tous les aspects de notre vie, qu'ils soient personnels et professionnels, pour ne justement plus faire cette scission, j'ai envie de dire, entre justement qu'est-ce que tu fais de manière professionnelle, qu'est-ce que tu fais de manière personnelle, et puis de scinder sa vie en plein de petits compartiments, mais plutôt de comprendre qu'on a une vie globale à laquelle on va pouvoir, à travers laquelle, pardon, on va pouvoir s'exprimer de façon plus ou moins différente, qu'on va plutôt pouvoir exprimer qui on est à travers tous les aspects. Et donc, du coup, ça va passer par le travail sur des peurs, sur des croyances, sur des conditionnements, sur une harmonie, j'ai envie de dire globale, sur le fait de ce que j'appelle moi créer une base solide, c'est vraiment de pouvoir faire émerger tout ce qui est valeurs, dons, idéaux de vie, toutes les aspirations qu'on a, tout ce qu'on a en nous, parce que je pense qu'on a tout ce qu'il faut en nous et que le but, c'est d'arrêter d'aller chercher à l'extérieur ce qu'on pourrait avoir de plus pour enfin se sentir valable, légitime, par exemple, et de comprendre que tout ça, c'est déjà en nous, en fait, et de faire émerger le plus beau à partir de ce qui est déjà présent. Et donc, forcément, ça va passer par de la maîtrise de soi aussi. C'est-à-dire, la maîtrise de soi, c'est maîtriser ce qu'on est capable de... Enfin, je vais dire ce sur quoi on a la main concrètement, c'est-à-dire nos pensées, nos paroles et nos actions. Tout le reste, ça s'appellerait vouloir contrôler l'environnement. Et c'est pour ça que moi je parle de maîtrise, parce que la maîtrise, c'est vraiment tout ce qui est en rapport avec soi. Et donc ça, j'accompagne des personnes à pouvoir justement laisser exprimer tout ça, se challenger, avancer dans leur vie, la construire sur mesure pour que justement ce soit un peu cette vie du nouveau monde dans laquelle on fait ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut, où on veut. Et voilà, donc ça c'est ce que je fais en termes d'accompagnement. Et puis j'accompagne aussi enfin, j'enseigne dans une école de naturopathie en ligne qui s'appelle Vitali Formation, où j'enseigne un module justement qui ressemble très fortement à ça, à travers à travers plusieurs cours. Et, et il y a je veux dire, il y a un focus plus particulier sur ce qui est la relation d'aide. C'est-à-dire qu'on apprend beaucoup de techniques en formation à l'école, mais là, l'idée, c'est de vraiment comment je me comporte quand je suis face à un être humain, au-delà de ma technique, au-delà de l'outil que j'utilise, quelle personne je suis en tant que thérapeute face à une personne. Et après, je commence à diversifier aussi différemment, puisque aujourd'hui, je suis en train d'écrire un livre. Donc, je fais doucement mes gammes et je crée mes petits pas euh, en tant qu'écrivain, on va dire. Hmm. Donc voilà, ça, c'est tout le panel professionnel. Hmm. Et donc tu es particulièrement porté sur la notion du nouveau monde. Pour toi, le nouveau monde, qu'est-ce que tu entends derrière cette terminologie-là? Alors, nouveau monde, alors moi, ce que j'aime dire quand je veux parler du nouveau monde, c'est d'abord dire qu'est-ce que n'est pas le nouveau monde, pour vraiment se faire une idée plus particulière. Parce que le nouveau monde, c'est pas quelque chose qui n'existe pas et qu'on va construire. Pour moi, c'est pas une destination, c'est pas un rêve, c'est pas une utopie, c'est pas voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas un endroit physique en tout cas où on va aller. C'est pas comme si tu vois, on allait de la Terre vers un truc et c'est un nouveau monde, tu vois. Pour moi, le nouveau monde, c'est quelque chose qui existe actuellement et j'ai envie de dire, aller vers le nouveau monde ou construire le nouveau monde, ce serait plutôt changer notre posture intérieure pour nous permettre de le voir, en fait, et de le laisser émerger. Et comment je pourrais imaginer ça? Peut-être, vous avez vu passer, c'est sur les réseaux, une photo où il y avait un prisonnier, enfin, il y avait deux personnes qui peignaient dans une prison. Et donc, on voyait une fenêtre avec des barreaux et le décor derrière. Et une personne, un des deux peintres, voyait que les barreaux et l'autre personne voyait que le décor sans les barreaux. Et ben pour moi, c'est ça le nouveau monde, c'est changer de point de vue, de regard, en fait,
pour éviter de regarder la vie et de construire sa vie à travers nos filtres de peur, de croyances limitantes, des conditionnements qu'on a reçus, pour voir la vie à travers le filtre du cœur, de l'amour, et voir comment il est magique, comme il est beau, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que, pour moi, créer le nouveau monde, c'est en fait se créer à l'intérieur de soi le moyen de le voir, en fait. Parce qu'il est déjà là, le monde ne va pas changer. Et on peut le voir déjà aujourd'hui parce que bah, tu vois, il y a des gens qui voient le monde comme une souffrance, comme quelque chose de dur, comme une guerre. Et il y a des gens qui voient comment c'est magnifique, qui voient des possibilités, qui construisent des belles choses qui sont utiles pour tout le monde, pour le bien commun et ainsi de suite. Et pourtant, on vit dans le même monde. Donc on se rend bien compte que c'est juste une question de posture et pas de lieu précis ou de direction ou enfin, voilà, de position géographique, j'ai envie de dire. Mm. Donc voilà. Pour moi, le nouveau monde, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment faire émerger à travers soi tout ce qui est amour, pour que, en fait, c'est comme si on retirait un filtre et qu'on voyait vraiment finalement le monde tel qu'il est, quoi. Parce que le monde, il est ni beau, ni mauvais, ni quoi que ce soit, il est. Et ensuite, bah, la façon dont on va le voir, la façon dont on va l'interpréter, c'est ça qu'on peut dire s'il est bon, s'il est mauvais. Après, il y a aussi quelque chose d'un peu plus complet, c'est que pour vivre en cohésion tous ensemble, on a construit un modèle. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on voit clairement qu'avec ce modèle, ça ne marche pas, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de gens bah, qui n'ont tout simplement pas à boire, pas à manger. Il y a beaucoup de gens qui sont lésés, et il y a très peu de gens qui ont tout ce qu'ils veulent. On voit que ça ne marche pas en termes d'individus, on voit que ça ne marche pas en termes de cohésion et de respect de la planète, puisqu'on arrive à des dérives qui font que bah, aujourd'hui, la planète, elle est en train de manifester, j'ai envie de dire, des choses en termes climatiques, en termes de ressources, en termes de pollution et ainsi de suite, qui fait que bah, on voit bien que si on continue dans cette direction-là, ça ne marche pas. Donc l'idée après, c'est une fois on a changé notre posture, c'est qu'est-ce qu'on va construire, qu'est-ce qu'on va bâtir de nouveau pour pouvoir justement faire en sorte bah, de respecter ce que j'appelle pour moi les lois de l'univers. Donc c'est avant tout l'amour, les lois du vivant, que tu connais très bien à travers bah, tout ce qui est naturopathie, hormèse, renforcement et tout ça, mais aussi des notions de bienveillance et de solidarité, quoi. Parce que, voilà, j'en parle en termes de couple, mais pour moi, la victoire de l'individu, la victoire de l'ego, donc c'est-à-dire de moi et puis on s'en fout des autres, bah, c'est la chute de tout l'ensemble. Et pourtant, on est fait pour vivre tous ensemble. Donc voilà, quand je parle de nouveau monde, pour résumer, je parle vraiment d'une posture. Quelle est ta posture face au monde? Et qu'est-ce que tu vas créer comme nouveau schéma, comme nouveau paradigme, comme nouvelle croyance, comme nouvelle norme? Voilà, je te donne tout un panel pour justement faire en sorte de respecter l'amour, la vie, la solidarité. Voilà. Merci. Et comment est-ce que toi, justement, tu parles de ce changement de regard qui est nécessaire pour Mhm. justement ben, déjà voir le monde extérieur différemment et puis laisser émerger de l'intérieur de soi quelque chose qui soit aussi différent et plus vertueux. Dans ton chemin, comment ça s'est manifesté? Il y a eu, c'est plus ce que j'imagine, je sais qu'il y a eu des moments où ton regard s'est transformé, où tu as transformé ton regard sur le monde. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu de ça? Ouais, on pourrait parler de prise de conscience, mais pour moi, ça fait partie d'un cheminement, ouais. Mm. Et il s'est passé plein de choses. Déjà, j'ai envie de dire, un des premiers déclics, ça a été le décès de ma mère. C'était, voilà, ça a été la première leçon de vie. Je veux dire, sa dernière leçon à elle qu'elle m'a transmise, mais ma première à moi que j'ai vraiment intégrée consciemment, c'est que un jour, ça se finit. Quand je dis ça se finit, c'est que la vie actuelle se termine. Donc ça veut pas dire qu'il n'y a rien après. Mais la vie actuelle se termine. Et que j'ai vu ma mère partir dans la souffrance d'un cancer et avec des regrets de ne jamais s'être priorisée, d'avoir toujours tout donné aux autres, de ne pas forcément avoir osé faire des choses vraiment pour elle. Et je me suis dit, bah pour moi, je ne veux pas ça. Donc, j'ai pas envie de souffrir, clairement, et j'ai surtout pas envie de partir avec des regrets. Et donc, je vais commencer à faire des choses. Après, bah, malgré tout, je suis passé par des étapes de souffrance. J'ai eu du psoriasis, des calculs rénaux. Ça paraît pas, mais c'est très, très douloureux. Et voilà, je les ai laissés s'incruster jusqu'à ce qu'à un moment donné, bah, t'en peux plus, en fait.
Donc, j'ai envie de dire, tu as deux choix qui se posent à toi. C'est tu mets un terme à ta vie, mais ça, c'était pas envisageable. Je l'ai même jamais envisagé une seconde. C'est parce que là, je l'analyse, tu vois. Ou alors, bah, tu fais autre chose, quoi. Et du coup, bah, mes rencontres ont fait que j'ai eu ma meilleure amie qui m'a dit, voilà, est-ce que tu crois que, est-ce que tu penses que c'est possible que? Et moi, au début, bah, je disais, bah non, parce que si, parce que ça. Puis petit à petit, tu vois, ces graines ont germé, je me suis ouvert à d'autres possibilités. Et c'est comme ça bah, que j'ai cheminé, que j'ai évolué, parce que bah, j'ai laissé la porte ouverte à des nouvelles possibilités. Je m'étais toujours dit, bah non, c'est pas possible de guérir du psoriasis, tu vois, parce que les médecins te disent que ça vient à cause du stress, que ça va être par poussée. Les calculs rénaux, on m'a dit, bah, c'est héréditaire, tes parents en ont fait, ta sœur en fait, donc c'est dans tes gènes, donc c'est comme ça. Gère au mieux que tu veux, vis avec. Et puis, jusqu'à ce que je me sois ouvert à une autre possibilité, c'était, et si cette vision qui, au final, regroupe quatre personnes, un médecin, deux parents, une sœur. Et je me dis, est-ce que cette vision est vraiment la seule vision ou est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir autre chose en fait? Est-ce qu'il n'y a pas une autre approche? Et c'est là où j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres choses, notamment la naturopathie, à d'autres points de vue. Et j'ai mis des choses en place, notamment en termes d'alimentation, de mouvement et tout. Et après, bah, que j'ai appris aussi que mes émotions, la façon dont je prenais les choses, dont je les vivais, avaient aussi un impact. Et c'est là où on fait la différence du coup entre douleur, qui est un signe ponctuel, un signal en fait qui vient te dire qu'il y a un dysfonctionnement, et la souffrance qui est comment par l'attachement émotionnel tu fais durer la douleur dans le temps. Et c'est ça qui crée la souffrance après, qu'elle soit physique ou psychologique. Tu vois, on pourrait parler de souffrance en amour. Tu vois. Une déception amoureuse te fait mal au moment où on te largue, au moment où tu cesses. Mais ce qui fait que tu es mal 10 ans après, c'est parce que émotionnellement, tu as gardé un lien avec cet événement et tu l'as fait vivre dans le temps. Tu vois. Et souvent, tu t'identifies en plus à ce lien émotionnel. Et c'est ça qui est compliqué. Et du coup, bah, j'ai appris à me détacher de tout ça euh, pour justement changer. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas eu une prise de conscience, mais c'est que tous les événements cumulés m'ont donné une compréhension mentale des choses. Et une fois que j'ai eu la compréhension mentale, eh ben, dans les autres actions que j'ai vécues dans ma vie, eh ben, j'ai essayé d'intégrer tout ça dans ma vie. Et si je voyais les choses autrement, et si je parlais autrement, et si j'agissais autrement. Et là, j'ai vu un résultat. Et quand j'ai vu que les résultats avaient changé, mais drastiquement, c'est là où, en fait, je suis passé de l'étape de la compréhension à l'intégration, c'est-à-dire que j'ai su que c'était en moi. Mais tout ça, ça se fait pas en... Il n'y a pas un déclic pour moi. Il y a un moment donné où tu en sais assez pour mettre consciemment en application. Et un jour, tu te dis, mais c'est vrai que maintenant, je le réfléchis plus comme ça, mais je le vis, en fait. Tu passes vraiment d'un aspect mental à un aspect intégré dans le cœur, dans toutes tes cellules. Et c'est là où tu commences à avoir du mal à décrire ce qui se passe en toi. Parce que tant que tu es dans l'explication mentale avec des mots, tu sais bien aligner des mots, tu sais créer un raisonnement de A à Z. Quand tu ressens que c'est intégré en toi, tu commences à avoir plus de mal à dire pourquoi tu sais que c'est acquis. Tu sais. Et c'est dans ce sens-là où on dit que le cœur sait, en fait. Et là où vraiment il s'est passé un gap supérieur à ça, c'est que, bah, tu vois, pendant un bon moment, j'ai transmis, comme je le fais aujourd'hui là, bah, la mort de ma mère m'a éveillé. Les problèmes de santé m'ont éveillé. Les problèmes relationnels, les déceptions amoureuses m'ont éveillé à des choses. Et c'est là où je me suis rendu compte aujourd'hui que, en fait, j'étais plus obligé de passer par ça. Parce que si tu t'identifies à ça, tu vois, je parlais de garder un lien émotionnel avec des événements du passé, bah, si tu t'identifies au lien émotionnel, bah, tu vas avoir besoin de souffrir pour grandir. Tu vas avoir besoin de perdre quelqu'un pour prendre une leçon. Tu vas avoir besoin de saboter tes relations amoureuses ou faire en sorte de vivre quelque chose de chaotique pour apprendre une leçon. Et aujourd'hui, à travers toutes les vies qu'on a vécues et à travers tout ce qu'on a vécu dans cette vie présente, je pense que l'enseignement y est passé. En tout cas, c'est mon avis. Et c'est passé pour moi à l'échelle de vraiment de la globalité humaine, quoi. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a ce mouvement d'ampleur actuellement et qui fait que euh, on n'a plus besoin pour moi de souffrir, quel que soit les sens qu'on leur met, qu'on n'a plus besoin de souffrir pour pouvoir choisir quelque chose pour soi, pour pouvoir mettre une action. On a compris, on peut choisir le bonheur aujourd'hui sans avoir l'étape. Et c'est ça qui va faire que je pense qu'on va passer un gap dans la vie, dans l'humanité, de manière générale, qu'il y en a qui parlent de passer dans la quatrième ou la cinquième dimension, ou tu vois, d'augmenter vraiment ce taux vibratoire à un point
qu'on change vraiment de perception du monde, c'est que connaître en gros l'aspect négatif pour connaître la polarité positive, je pense qu'on n'en est plus là. On sait. Et que le gap qu'on est en train de franchir, c'est que tous les gens qui sont conscients de ça vont évoluer vers ça. Et tous les gens qui n'ont pas encore pris conscience de ça vont l'expérimenter, mais de manière différente. Donc tout ça pour dire que vraiment, ces choses, ce cheminement que j'ai eu, il a été de passer de différentes étapes de souffrance à une ouverture de nouvelles possibilités pour ensuite l'intégrer dans ma vie et ensuite me détacher de ce besoin de connaître la polarité négative pour exprimer la polarité positive. Et c'est en ça, pour moi, que je pense qu'on construit le nouveau monde. C'est quand on fait des choix conscients de faire quelque chose qui est juste, en amour, en vivant, en solidarité, sans avoir besoin de passer par l'étape, tu vois, on peut construire des éco-villages et avoir besoin de se taper sur la gueule pour dire enfin on est d'accord, tu vois. Non, il n'y a plus besoin de passer par la guerre pour convaincre l'autre, quoi, tu vois. Et justement, quand tu t'ouvres à des nouvelles possibilités, quand tu t'ouvres au fait que chacun a son point de vue, que chacun est juste, et que tu vas rentrer en phase, en harmonie avec ceux pour qui c'est juste, comme toi, tu n'as plus besoin de connaître en fait cet esprit, cet espace négatif, en fait, cet espace de douleur, de souffrance, de tout ce que tu veux, de peur même. Et donc c'est pour ça que je ne peux pas dire qu'il y a eu vraiment un déclic, mais que pour moi, c'est toute une série de petits événements qui font qu'à un moment donné, tu fais le choix en fait. Parce que pour moi, j'entends déclic, genre, il y a quelque chose d'extérieur qui t'a fait comprendre que oui, mais pour moi, si on pouvait parler de déclic, le vrai déclic, il est au moment où tu choisis enfin d'appuyer sur le clic du je suis autonome, je maîtrise, je gère, je vais vers ce qui est juste pour moi, sans attendre de l'extérieur, sans attendre de vivre un événement ou qu'on vienne me contraindre à faire ce choix, quoi. Parce que finalement, quand tu es malade, on te contraint à être malade, enfin, on te contraint à prendre soin de toi parce que tu es malade finalement, tu vois. Et le but, c'est de prendre soin de soi avant d'être malade. C'est tout ce que véhicule la naturopathie, notamment. La prévention avant la guérison. Et pour moi, ça marche pour tous les aspects de notre vie. Voilà. Si jamais c'est pas clair, parce que j'ai tendance à vite m'emballer, tu vois, dans les trucs et je pars dans un autre, tu me dis, tu fais attends 2 secondes, tac. Très intéressant. En fait, on peut chercher à voir les choses différemment. C'est vrai comme tu le disais, le terme déclic, on peut se dire, ah, c'est tel événement qui m'a fait grandir. Ou on peut se dire, ah, en fait, c'est par la venue de tel événement que j'ai décidé de. Et donc, en fait, c'est vrai que voilà, on peut avoir cette notion-là sur l'évolution personnelle qu'elle vient de déclic intérieur, en fait. C'est-à-dire que dans la forme, on peut se dire, ah, qu'est-ce qui t'est arrivé dans la vie pour que tu ailles vers ça? Ou c'est plutôt qu'est-ce qui a jailli de moi à tel instant par telle circonstance qui m'a permis de dévoiler quelque chose d'autre dans le monde. Et c'est super intéressant. Avec aussi cette notion, comme tu le disais, de ne pas voir la souffrance comme une fatalité dans un chemin d'évolution, dans le sens où on peut grandir dans la souffrance si on n'a pas laissé d'autres voies possibles. On peut aussi grandir dans la sagesse, en tout cas c'est ce que je crois, et dans la douceur Bien aussi. sûr. Et donc en fait, tout dépend, j'ai l'impression, plus on s'écoute et qu'on écoute ce qui est vrai pour nous et ce qui est juste pour soi et pour plus que soi, eh bien, on se dessine le plus souvent un chemin qui est plus doux que si on résiste toujours à un changement qui était nécessaire de faire et qui, jusqu'à un jour où il arrive à un trop-plein et on doit, par la force des choses, faire face à une situation chaotique parce qu'on l'a aussi laissé devenir chaotique, comme tu le disais. Et cette notion de pouvoir voilà, prévenir, être à l'écoute le plus souvent de soi, de ce qui est juste pour soi et plus que soi, et de pouvoir se permettre de vivre un chemin qui soit plus qui soit plus doux, tout simplement parce qu'on cesse de résister à la vie. Parce que le principe de la vie, c'est l'amour, la joie, le bonheur, c'est la fluidité. Moi, je vois depuis que je suis j'ai envie de dire, dans cette dynamique, mais tout est fluide. C'est-à-dire, quand on est parti en Thaïlande avec Anaïs là, en mars l'année dernière, c'était fluide. Et pourtant, il y avait le Covid, il y avait les barrières, il y avait des confinements, il y avait tout, et on arrivait à destination. On est rentré, j'ai vendu mon appartement dans un moment où les gens étaient en chômage partiel et tout, et il s'est vendu en 3 semaines. Quand on est parti au Portugal, on a
avancé, on a cheminé, on est passé à travers toute la France, l'Espagne, c'était fluide. Là, on a cherché une maison, c'est fluide. Là, j'écris un bouquin, je suis en contact avec une maison d'édition. On pourrait dire que j'ai de la chance parce que j'ai fait des rencontres, parce que si, parce que ça. Mais c'est parce qu'avant tout, ma posture à moi, elle est fluide. Je lance du coaching, c'est fluide. Tu vois, on m'a mis cette croyance de ouais, il va falloir peut-être quelques années avant que ton entreprise soit rentable parce que tu comprends quand tu te lances le. Ben non, en fait, j'ai même pas connu ça, quoi. Alors on pourrait se dire que j'ai de la chance parce que si, parce que ça, parce que j'ai eu un bon coach, parce que j'ai. Ouais, on peut dire que j'ai de la chance. Mais sinon, on peut reprendre l'aspect responsabilité de soi et voir que quand tu es dans ta posture juste, c'est fluide. Et aujourd'hui, quand ce n'est pas fluide, ben je sais que c'est pas juste. Quand quelque chose n'est pas fluide, par exemple, à deux reprises l'année dernière, j'ai voulu lancer des accompagnements de groupe, et ben ça n'a pas marché. Et quand je dis ça n'a pas marché, c'était rien de rien, quoi. Pas un mail, pas un intérêt, pas un message, pas une question, rien de rien de rien. Pourtant, les sujets me portaient de fou, mais derrière, c'était pas complètement moi. Alors, pour plein de raisons, tu vois, mais c'était pas moi. Et depuis que bah, je me remets à être moi, en fait, mais vraiment qui je suis, ce qui me porte, et que je ne mime pas ce qui se fait à l'extérieur, que j'écoute pas tous les avis pour dire, bon, peut-être que le meilleur compromis par rapport à l'expérience de toutes ces personnes, c'est ça, et que je dis, bah, je fais ça parce que c'est moi, parce que ça me porte, et ben là, c'est fluide. Et là, tu vois, j'ai un groupe qui se constitue sans que j'ai eu besoin de chercher quoi que ce soit, quoi. J'ai juste à me rendre compte qu'en fait, ce groupe était déjà existant, et je commence à le faire vivre parce que c'est là. Après, tu vois, quand on parlait de déclic aussi, je reviens vite fait dessus, mais cette image, elle m'est venue il y a quelques jours tu vois, tu connais cette expression, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mhm. Et ben, tu vois, on peut se dire que sans cette goutte d'eau, le vase ne déborde pas. Mais le problème, est-ce qu'il vient de la dernière goutte d'eau ou est-ce qu'il vient de la première goutte d'eau? Parce que si la première goutte d'eau n'était pas présente, la dernière goutte d'eau, finalement, elle ne faisait pas déborder le vase. Et sur ce principe-là, est-ce que c'est la première ou la dernière, ou est-ce que c'est toutes celles entre qui sont responsables, ou est-ce que c'est pas la somme de tout ça qui fait qu'à un moment donné, la goutte d'eau déborde du vase? Ben, si tu parles de ça en termes d'expérience personnelle, de ton chemin d'éveil, est-ce qu'il y a un événement qui a vraiment fait déclic, ou est-ce que c'est pas le premier qui a fait déclic? Parce que à force de répétition, on va te parler, allez, on va parler d'abondance. On te parle d'abondance une fois, deux fois, trois fois, 15 fois, 20 fois. À la 20e, tu te dis, ouais, ça y est, j'ai eu un déclic. Mais est-ce que c'est la 20e explication qui crée le déclic? Ou est-ce que c'est la somme de toutes ces répétitions? Et dans ce cas-là, tu vois, s'il n'y avait pas eu la première, peut-être que la dernière explication qui t'a fait déclic à la base ben, n'aurait pas été suffisante, il en aurait fallu une de plus. Et c'est pour ça que pour moi, le déclic, c'est tout un cheminement. Parce que c'est une fois que c'est répété suffisamment de fois, que tu l'expérimentes dans ta vie suffisamment de fois, qu'à un moment donné, tu te dis, tu passes de j'ai compris à je sais. Et pour moi, c'est j'ai compris, ça se passe dans la tête, je sais, ça se passe dans le cœur. Et donc voilà. C'est super intéressant. Comment est-ce qu'on peut justement aller s'affranchir de certaines croyances Tu parlais notamment juste avant là, du fait de comprendre mentalement les choses et de les vivre à l'intérieur de soi. Et que parfois, on peut avoir des notions, j'ai envie de dire, philosophiques, mentales de l'idéal à vivre. Mhm. Et des fois, on a beau savoir, tant qu'on ne le vit pas, c'est pas forcément intégré. Mhm. Ça sert quelque part, c'est pas aussi puissant que quelque chose de vécu. Alors du coup, si je comprends bien la question, c'est un peu comment s'affranchir de ses croyances, quoi. Mhm. Bah, ouais, c'est une vaste question parce que je dirais que pour la croyance, c'est quelque chose de très volatile, quoi. Tu vois, finalement, si on te répète toute ta vie que t'es moche, bah, tu vas croire que t'es moche. Donc j'ai envie de dire, si à un moment donné, tu as accroché une idée en toi qui conditionne la façon dont tu te présentes au monde, bah, il y a ce truc de martèle-toi que tu es beau. Au bout d'un certain nombre de répétitions, tu vas le croire. Si, bah, je sais pas, je vais dire, si tes parents t'ont dit que tu étais incapable toute ta vie, enfin toute ton enfance, bah, tu crois que tu es incapable. Donc déjà, en se répétant que tu es capable, bah, tu vas finir par le croire aussi. Le problème, c'est que la répétition,
euh, elle ne te fait pas passer à l'action. Donc, à un moment donné, il faut se challenger. Et c'est là où il faut comprendre que notre zone de confort, ce n'est pas une zone de confort, en fait, ça s'appelle une zone de connu. Et qu'à un moment donné, pour changer une dynamique, il faut changer l'action qui crée ce résultat. Donc, si ça ne te plaît pas, par exemple, si tu crois que tu n'es pas capable de faire quelque chose, bah, déjà, essaie de te répéter que tu l'es. Bon, ça, tu vas te dire, ça peut être un peu limitant aussi, parce que oui, je pense que je suis capable, mais finalement, tu ne le fais pas. Et après, c'est comment tu peux créer une petite action qui te fait montrer que tu es capable de faire des choses. Comment tu peux aussi te reconnecter à tout ce que tu as déjà fait. Parce que souvent, le problème, voilà, c'est qu'une croyance, elle est aussi intégrée en nous, parce qu'à un moment donné, on a pris certains événements isolés dans ta vie, et on t'a dit, toi, t'es ça. Par exemple, pas capable de faire des choses. Pas calé, on va dire, t'es pas capable, je sais pas, d'apprendre la guitare, voilà. On t'a dit ça. Alors peut-être que tes parents ils t'ont dit t'es pas capable d'apprendre la guitare parce que ils n'avaient pas les moyens de t'en payer une, ou ils n'avaient pas envie. Donc plutôt que de te dire ouais, on n'a pas les sous et de se dévaloriser, on va dire ouais, mais c'est toi, regarde, t'es pas capable de te concentrer, dès que tu fais un truc, t'es dispersé, blablabla. T'es pas capable d'apprendre ça. Sauf que à côté de ça, tu as été capable d'apprendre à lire, tu as été capable d'apprendre à marcher, tu as été capable d'apprendre à compter, tu as été capable de courir, tu as été capable de faire plein de choses. Et tu te déconnectes de ça parce que ça te paraît normal de marcher, de lire, de parler, de courir, de compter, de tout ça. Et tu fais le zoom sur je ne suis pas capable d'apprendre la guitare ou je ne suis pas capable de mettre telle chose en place. Et du coup, tu te définis par finalement un événement minime de ta vie, mais vu que tu as fait le focus là-dessus, tu as conditionné ton cerveau à ne voir que ça. Et tu as occulté tout ce dont tu étais capable. Donc peut-être qu'avant de se challenger, l'idée c'est aussi de prendre un temps sur soi et de se reconnecter à tout ce pourquoi tu as été capable en fait. Tout ce que tu as fait, aussi minimes soient les gestes, tu vois, mais tu as été capable de faire des choses. Et c'est pareil pour l'impatience. On parle de l'impatience, mais combien de moments tu as été patient aussi? Tu vois, par exemple, il y a des gens qui ont été malades pendant des années, qui ont été en dépression pendant des années, et qui aujourd'hui vont mieux. Ou, tu vois, tu as passé comme moi 15 ans dans une boîte dans laquelle tu n'étais pas euh, à l'aise, tu n'étais pas à ta place, avant de décider de quitter. Mais tu vois le niveau de patience qu'il faut pour pas te foutre en l'air, pour pas abandonner, pour pas déprimer, pour pas lâcher et te dire finalement ma vie c'est de la merde et je suis bon qu'à faire que ça. Et tu vois, te reconnais à tous les instants où en fait tu as été autre chose que le conditionnement que tu as. Et le conditionnement que tu as, du coup, c'est la croyance que tu as acquis. Donc si tu crois que tu n'es pas capable, demande-toi dans quoi dans ta vie tu as été capable. Si on te dit que tu es impatient, demande-toi dans ta vie à quel moment tu as été patient. Si on te dit que tu n'es pas organisé, que tu es bordélique, demande-toi à quel moment aussi tu es organisé, en fait. Tu vois. Et dans tous les aspects comme ça, le problème des croyances, c'est quand elles sont souvent négatives ou limitantes. Parce que quand tu as une croyance que tu es un beau gosse, bon, ça pose pas de problème généralement. Tu vois. Ou que tu peux construire une pyramide, tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie, il n'y a pas de problème. Voilà, ça te limite pas. Le problème, c'est quand elles sont négatives. Et c'est pour ça que demande-toi déjà à un moment donné quelle est ta croyance et à quoi ça fait référence dans ta vie et demande-toi quand est-ce que tu as vécu l'opposé, quoi. Et ça te permet déjà de reprendre confiance que tu es capable de le faire parce que tu l'as déjà fait plein de fois. Comme des gens qui viennent te dire, ouais, mais t'imagines, si je veux me reconvertir dans tel métier et tout, et que je trouve pas, que j'ai pas de place, que j'ai pas d'emploi ou que j'arrive pas à créer mon boulot. Je veux dire, tu me parles de reconversion. Donc, si tu parles de reconversion, c'est qu'à un moment donné, tu as eu un métier ou que tu as encore un métier ou plusieurs. Donc là, tu es en train de me dire que tu as été capable de trouver un métier une fois, mais que tu n'es pas capable d'en retrouver un autre. Donc, tu vois, le truc, c'est que si ton projet ne marche pas, si tu as été capable de trouver un métier une fois, tu vas en trouver un autre. C'est pas grave. Tu vois, si tu as été capable d'apprendre, je ne sais pas, la flûte, pourquoi tu ne serais pas capable d'apprendre la guitare? Si tu as appris à peindre, pourquoi tu ne serais pas capable d'apprendre à sculpter? Tu vois, et donc, reconnecte-toi à ce que tu as déjà fait, parce que tu as déjà fait des choses. Et je peux presque mettre ma main à couper. Ouais, je vais quand même la mettre, tu vois, pour te dire que j'ai vraiment une foi énorme dans ce que je vais te dire, mais que tout le monde a déjà vécu des choses à l'opposé de ce qu'elle croit ne pas pouvoir faire, tu vois.
J'ai envie de dire, quoi que tu viennes me dire sur toi, je ne suis pas capable de, je ne sais pas, je suis impatient, je suis si. On va toujours arriver à trouver, en fouillant parfois bien, mais on va toujours arriver à trouver des moments où tu as été capable. Et du coup, il suffit de un seul événement pour pouvoir contrecarrer la croyance. Si tu crois que tu es impatient et qu'un jour on vient te démontrer que tu as été patient une fois, bah du coup, ça remet en l'air toute la croyance. Parce que du coup, tu peux plus me la faire à l'envers en me disant, bah moi je suis quelqu'un d'impatient. Ouais, mais là, tu as été patient. Donc en fait, tu vois que quand tu veux, tu peux être patient. Si tu fais le focus là-dessus, tu as ça en toi en fait. C'est déjà en toi. Donc tu peux le faire. Et à partir du moment où tu prends conscience que tu l'as déjà fait, bah déjà ta croyance, elle a beaucoup moins de poids. Si elle a moins de poids, ça veut dire que tu peux la mettre à l'épreuve en sortant de ta zone de connu, et non pas de confort, de ta zone de connu, pour te challenger et faire un petit pas à ta hauteur pour pouvoir arriver à faire quelque chose. Après, c'est à ta hauteur, tu vois. Si on parle de patience, par exemple, et que je te dis, bah, reste comme ça encore pendant 10 ans, et puis on verra ce qui se passe à ce moment-là. Là, ça va être énorme. Bah, déjà, patiente jusqu'à demain, tu vois, ou jusqu'à cet après-midi, ou pendant 5 minutes. Et petit à petit, tu vois, fais un challenge à ta hauteur, répète-le pour te rendre compte que si tu peux faire un petit challenge de 5 minutes, tu peux le faire de 10 minutes, ensuite puis d'un quart d'heure, puis de 1 heure, puis de un jour, puis de un an, puis de 10 ans, puis de... Voilà. Après, il faut voir la nécessité de pousser le truc, mais voilà. Donc, pour moi, euh, pour, voilà, pour changer ses croyances, bah déjà, tu te reconnectes au côté opposé de ta croyance et regarde ce que tu as vécu dans ta vie, et ensuite challenge-toi. Après, il y a aussi le travail comme en Theta Healing. Parfois, c'est des choses qui sont tellement incrustées, tellement profondes, que quand tu arrives à ta limite comme ça d'auto-thérapie, j'ai envie de dire, eh ben, tu peux aller chercher quelqu'un de l'extérieur, que ce soit à travers une pratique ou une autre, pour aller identifier des croyances et les reprogrammer à un autre niveau. Quelqu'un qui va t'aider à le faire, quoi. Et après, pour moi, l'idéal, je ne sais pas si j'en suis encore capable, non, je ne suis pas capable aujourd'hui, mais c'est de sortir des croyances. Parce qu'une croyance, qu'elle soit négative ou positive, reste une croyance. Et comme tu as vu, il suffit d'une idée, une parole, un événement pour remettre en cause la croyance. Tu vois, si, par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, tiens, toi, tu es un beau gosse. Bah, j'ai cette croyance-là. Mais il y a une personne, elle va venir te voir, elle va faire, putain, mais toi, tu es trop moche, en fait. Et bah, tu vois, ça doit être une croyance qui est positive pour toi parce que le matin, tu te lèves, tu es en joie et tout. Il suffit d'une phrase d'une personne et là, tu vas faire, ouah, chaud. Tu vois et c'est pour ça que quand tu sors de ce modèle croyance, tu sors aussi de la polarité de juger, en fait. Parce qu'une croyance reste qu'une polarité bien mal. Et que quand tu es plutôt dans la neutralité, dans l'observation, que tu es dans le cœur, que tu es centré en toi, que enfin, voilà, tout ça, c'est plus ou moins la même chose finalement. Mais bah, c'est là où tu peux faire des choix beaucoup plus éclairés, qui vont sortir de ce niveau de basse vibration que sont les croyances liées aux peurs, et que tu vas passer au niveau de haute vibration qui est, comme on disait tout à l'heure, l'amour, la vie, l'univers, Dieu, la divinité, le- tout ça, quoi. Pareil, encore une fois, j'utilise plein de termes pour que ça puisse parler à chacun qui écoutera ça. Mais, euh, mais voilà, et après, moi, j'aime me dire que, tu vois, comme je te parlais tout à l'heure, j'ai vraiment foi dans le fait que ça se passe comme ça, et quand chacun on puisse trouver ces événements pour pouvoir rechanger les croyances, bah, tu vois, la foi est inébranlable, quoi. Quand tu as foi en quelque chose, quand tu as foi dans le fait que l'univers surviendra à tes besoins, ça va au-delà de croire que c'est juste, tu vois, de croire que c'est vrai ou de croire que c'est pas vrai. Parce que si tu crois que c'est vrai, il y a une personne qui va dire, ouais, mais moi, tu vois, je suis en galère. Ah ouais, d'accord. Donc ça veut dire que bon, l'univers peut-être qu'il peut être soumis à une forme de jugement qui fait que bah, pour toi, ça marche pas. Et si tu crois à fond que bah, tu peux pas, et une personne vient te dire, ouais, bah moi, tu vois, ça marche. Là, tu vas dire, ouais, en fait, c'est peut-être possible. Donc il y a d'abord cette démarche de croyance limitante pour passer en une croyance positive, pour, j'ai envie de dire, sortir un peu la tête de l'eau, pour ensuite, en fait, arrêter de croire pour être le plus centré en toi et développer cette foi que ce qui doit être fait sera fait, ce qui se présentera. Et c'est là où tu sors de la croyance, parce que tu sors du jugement, de se dire, bah, c'est bien pour moi ou c'est pas bien pour moi. Tu en parlais tout à l'heure de goutte d'eau qui fait déborder le vase, et finalement de tous les événements de ta vie. Mais à un instant T, je peux juger la mort de ma mère comme quelque chose de triste et de douloureux, et quelque chose où je ne m'en remettrai jamais.
pour ensuite me rendre compte que c'était un magnifique enseignement. Et tu vois, tu passes d'une croyance négative à une croyance positive pour me dire que aujourd'hui, peu importe ce qui se passe, quelle que soit la personne, quel que soit l'événement, ce qui se passe sera toujours dans le sens de la construction, en fait, toujours dans le sens de la vie, dans l'équilibre de la vie. Et c'est cette fois-là qui ne fait ne pas juger un événement comme « Oh putain, c'est trop nul, ah, c'est trop dommage, ah, c'est trop triste, ah, c'est trop douloureux », par « Ok, c'est comme ça, quoi ». Et après, quelle posture j'adopte moi, justement, pour ne pas me laisser envahir dans les tourbillons et rester centré, continuer de construire ma vie, de pouvoir vivre, de pouvoir créer, de pouvoir partager, de pouvoir faire tout ça, en fait. Mm. Ça répond à la question ou des choses pas Non. claires? Si, toujours. On est dans finalement, la croyance, on est dans quelque part, j'ai l'image c'est comme des lunettes qu'on met, des lunettes de couleur qu'on met par rapport à la vie. Et puis en fait, on verra que le reflet de nos croyances à l'extérieur de nous-mêmes. On va voir la vie selon le reflet de nos croyances. Et puis l'idée, comme tu dis, de sortir et de prendre conscience des croyances limitantes que l'on a pour en fait un jour retirer les lunettes et voir la vie et l'extérieur de nous avec toute la lumière et l'intensité qui peut brûler au début. Donc, c'est pour ça que ça prend peut-être du temps aussi de retirer certaines croyances liées à des peurs et à des limitations envers nous-mêmes pour justement pouvoir ensuite voir le monde tel qu'il est et aussi nous voir tel que nous sommes Mhm. sans tout ça. Et qui sommes-nous sans tout ça? C'est vrai, c'est super juste ce que tu dis, quoi. C'est une très belle image, je trouve, parce que tu vois, ouais, en 2 secondes, je viens d'avoir une image, d'avoir un dégradé de lunettes qui, au début, tu vois, tu as les lunettes noires. Puis petit à petit, elles deviennent gris foncé, puis gris normal, puis gris clair, puis un petit peu transparente. Puis après, tu commences à te dire, putain, ça pourrait être cool si elles pouvaient être jaune, rouge, verte, bleu, putain, s'il pouvait y avoir des paillettes, des arcs-en-ciel et tout. Mais tout ça, ça reste que des filtres, en fait. Même s'ils sont beaux, c'est un filtre. Et que l'idée, à un moment donné, c'est de prendre ces lunettes, les poser et de faire, OK, maintenant, comment c'est quand il n'y a pas de filtre? Et juste contempler ce qui est, quoi, en fait. Peu importe. Et c'est là où tu dis, il y a des moments, c'est clair que quelqu'un qui a passé 10 ans dans le noir, tu lui allumes la lumière, il a les yeux, il fait ah non, attends, oh, trop de luminosité, quoi. Il faut commencer par une lumière tamisée pour pouvoir apporter la pleine lumière et enfin voir tout le spectre des possibles avec une lumière hyper intense, quoi. C'est un petit peu ça quand tu t'éveilles, quoi. Tu vis dans ta cave et puis tu as le soleil, il est là, il est toujours présent pour toi. Il t'éclaire, il attend juste que tu montes les étages pour que petit à petit, tu vois, il y a des trucs, il y a des rayons qui vont percer et qui fait que ouais, tu vas t'habituer à voir un peu de luminosité, un peu de beauté. Ah tiens, quand il y a de la lumière ici, c'est cool. Ah tiens, quand il y a de la lumière ici, c'est cool. Puis finalement, quand tu vis dans la pleine lumière, c'est voilà quoi. Tu vois, il y a pas de mots quoi. En fait, c'est juste waouh. Mm. Donc c'est ça. Ah, c'est magnifique. Et tu parlais tout à l'heure de la notion de foi. Et Ouais. je trouve que l'époque est très intéressante puisque justement, euh, autour d'un chaos extérieur que l'on peut percevoir potentiellement, c'est un moment intéressant pour justement aller chercher à l'intérieur de soi Mm. une forme de foi par rapport à l'avenir. Tu vois, on parle de nouveau monde Ouais. au début de ces podcasts. Comment voir un nouveau monde, comment voir s'ouvrir le champ des possibles concernant euh, le fait de façonner un nouveau monde harmonieux, beau et joyeux, alors que autour de nous, ça ressemble pas à la joie tout de suite. Mhm. C'est aussi un petit peu, je crois, Ouais. le sujet de ton prochain ouvrage. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, j'ai envie de te dire, déjà, moi, quand je parle de foi, je mets aucune connotation religieuse. Parce que, alors, je ne sais pas si je vais me faire que des amis en disant ça, mais je vais le dire quand même. Pour moi, la foi religieuse revient à mettre ton propre pouvoir dans les mains de Dieu. Mais Dieu qui est une entité à part, qui va juger, qui va féliciter, qui va conditionner en fait tout ce que tu vas recevoir en fonction de tes actions. Et pour moi, avoir foi dans ça, ce n'est pas la foi telle que je l'entends. Pour moi, là, j'entends le mot foi dans une confiance à toute épreuve. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, il n'y a rien qui va pouvoir remettre en question, on va dire, une certaine croyance. Et c'est quand rien ne peut remettre en question une croyance que je l'appelle une foi, la foi. Euh, mince, j'ai perdu ce que je voulais dire. Euh, ouais, quand je parle, parce que
Non, non, j'ai oublié. Parce que ça m'était venu quand tu m'as posé la question, mais je l'ai perdu. Ça reviendra. Je crois que je t'ai parlé de l'ouvrage et ce champ des possibles. Oui, j'ai retrouvé. Merci. Génial. J'ai retrouvé. C'est que tu me dis, tu vois, on peut voir le monde aujourd'hui que tout n'est pas tout à fait joyeux. Ben, c'est un jugement. Parce que tu regardes le monde autour de toi, par exemple, je ne dis pas que c'est ton cas, mais tu me dis, il n'est pas joyeux. Mais moi, je regarde le monde autour de moi. Et j'y vois de l'herbe, j'y vois de la lumière, j'y vois des personnes magnifiques, j'y vois des opportunités, j'y vois la vie, j'y vois tout ça, quoi. Moi, je vois le monde qui est merveilleux. Donc déjà, le problème, il n'est pas dans comment est le monde, c'est ce que je disais au début, c'est comment tu vois le monde. Si tu choisis de voir qu'il n'est pas joyeux, bah, tu vas y voir la guerre, tu vas voir les oppositions, l'injustice, l'intolérance, la manipulation, tout ça. Si tu choisis de voir toute la magie qu'il a, mais tu vas porter ton attention sur une fleur qui bourgeonne au printemps, sur un lever de soleil, sur la connexion que tu as avec tes amis, sur la magie de tout ce qui se fait. Et j'ai envie de te dire, quand tu vois comment est construit, en tout cas ce qu'on connaît de l'univers, que tu vois comment sont situés, allez, on va réduire l'échelle à l'échelle de la galaxie, déjà rien que ça, que tu vois qu'au niveau de notre système solaire, toutes les planètes tournent en cohérence, que notre Terre, elle est mise à distance suffisamment loin du Soleil pour pouvoir avoir, et suffisamment proche et loin, donc à distance adéquate, pour pouvoir bénéficier des conditions nécessaires au développement de la vie telle qu'on la connaît, que tu vois comment fonctionne l'harmonie des saisons, que tu vois les arbres, comment ils poussent, comment les fruits tombent, qui regerment dans la terre et que ça passe au bon moment et que ça te nourrit au bon moment, quand tu vois toute cette cohésion globale du fonctionnement de la Terre, de la vie, et que tu vois à l'échelle encore plus individuelle comment ton corps fonctionne quand tu te coupes. Est-ce que ton corps il se répare en faisant une bosse de peau ou est-ce qu'il se remet nickel au bon endroit? Est-ce que tu vois à quel moment, tu vois, à un moment, il y a un truc qui dit arrête-toi parce que quand tu reconstruis un tissu, l'harmonie, c'est ça. Quand tu vois comment fonctionnent tes hormones, quand tu vois comment fonctionne ton système digestif, comment tout est distillé avec une précision, mais encore plus précise qu'un horloger avec sa montre, quand tu vois comment tout ça fonctionne, que tu as 100 000 milliards de cellules à l'intérieur de toi et que pas une n'est inutile au fonctionnement de ton corps, que tu vois comment tout fonctionne parfaitement, bah, c'est là où je développe cette foi et cette confiance que c'est pas parce que je comprends pas que je ne peux pas accepter que la vie est parfaite. La vie est harmonieuse. Et c'est dans ça que j'ai foi, en fait, que je me rattache à ça, en fait, pour me dire que quoi qu'il se passe, mais même si la Terre, elle explose demain, mon jugement de l'ego, de l'individu qui ne veut pas disparaître, qui veut exister, qui veut être présent, va se dire, ouais, c'est dommage quand même. Mais si à un moment donné, pour tout l'équilibre de l'univers, bah, c'est nécessaire que la Terre, elle pète, bah, je garde cette foi que c'est juste. C'est juste parce que avec ça va dans la cohérence de tout l'équilibre qui est créé autour de moi. Et je ne le comprends pas. Je m'en fous, je sais que c'est juste. Et c'est en ça que je me dis qu'on peut construire des nouvelles choses, qu'on peut passer au-delà des croyances, qu'on passe au-delà du jugement. Parce que le jugement ne se limite qu'à ce que tu connais. Et à travers, même si tu as vécu plusieurs vies, même si tu peux être conscient de plusieurs vies, parce que pour certains ça arrive, euh, ben, à un moment donné, tu viens porter un jugement de, en gros, c'est bien, c'est pas bien, quoi. Et moi, j'ai cette foi que tout ce qui se passe, c'est juste. Si ma mère est décédée, c'est juste. Si un enfant vient à décéder, c'est juste. C'est triste, oui, mais c'est juste. La tristesse, ça ne veut pas dire que c'est injuste. La douleur ne veut pas dire que c'est injuste. Il y a toujours des choses qui se mettent en place pour garder un équilibre. Pour ici, on fait une expérience matérielle. Donc, elle vient te donner, j'ai envie de dire, quelque chose de la matière pour pouvoir grandir. Et quand tu viens juger, par exemple, que, bah, je reprenais cet exemple de l'enfant, parce que souvent, perdre un parent ou un grand-parent, c'est plus dans le sens logique. Ils sont plus vieux, voilà, et on fait place à une nouvelle génération. Mais quand c'est un enfant, on se dit, c'est pas logique, c'est pas normal. Mais c'est notre jugement qui dit que c'est triste qu'un enfant, parce qu'il n'a pas eu le temps de vivre, il n'a pas eu le temps d'expérimenter, mais tu ne connais pas le schéma de son âme. Tu ne connais pas quel est l'équilibre derrière qui se joue à travers ça.
Ça se trouve, un enfant qui est mort-né ou qui meurt dans le ventre ou qui meurt au bout de 5 ans, sa mission, c'était peut-être de venir t'enseigner, toi, quelque chose dans cette vie. Tu sais pas quoi. Il pourrait y avoir un million d'exemples, donc je ne vais même pas en donner pour pas qu'on dise, ouais, mais moi, dans mon cas, c'est pas comme ça. Non, ça vient toujours t'enseigner quelque chose. Et on est dans un monde matériel. Donc, à un moment donné, bah, il se passe quelque chose de physique. Mais tu sais jamais au-delà du monde matériel qui représente un millième de pourcent de ce que tu peux toucher. Parce que c'est ça qu'on dit, tu vois, dans la physique, c'est que tu as 99,9999% d'espace vide entre deux atomes. Donc, ce qui constitue la matière, ce que tu peux toucher, c'est 99% d'espace vide, puisque tu es composé d'atomes. Et tout ce qui se joue au-delà, on n'en sait rien. Et je ne sais pas le maîtriser. Mais par contre, j'ai cette foi aujourd'hui que tout ce qui se passe a un sens, même si je ne le comprends pas. Tu vois, on pourrait ramener ça à tu utilises l'électricité tous les jours, tu ne sais pas comment ça marche. Pourtant, tu l'utilises. On ne parle pas d'une question de foi, mais on parle du truc de c'est pas parce que tu ne comprends pas que tu ne peux pas t'en servir. Et du coup, bah, sur le même principe, c'est pas parce que tu ne comprends pas la vie que tu ne peux pas te servir de ces principes. Et que certains maîtres, messagers, guides, peu importe, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui ont commencé à acquérir ça, à l'intégrer en soi et à le retransmettre, bon, on te dit ça fonctionne comme ça. Bah, dans un premier temps, prends-le. Prends-le parce que si tu te dis, moi dans ma vie aujourd'hui, tout ne fonctionne pas et je ne sais pas comment faire, je t'apporte quelque chose. Et j'estime ne pas avoir besoin de te démontrer que c'est juste pour que tu puisses le vivre. Utilise-le. Si c'est OK pour toi, si ça a des résultats, continue. Si c'est pas OK pour toi, change. Mais ce qui ne te coûte rien, c'est d'écouter ce truc-là. Et donc, avoir foi en la vie, ça commence, pour moi, c'est la première étape de commencer à mettre des choses en place sans avoir les résultats. Parce que tu sais que quoi qu'il se passe, ça va être juste. Mm. Et c'est aussi ce qui te permet de sortir de tes croyances, quoi, d'une manière ou d'une autre. Et après, on entame l'aspect croyance. Parce que l'aspect croyance, c'est aussi une première étape, finalement. Si tu crois que c'est impossible que tu guérisses de ta maladie, si tu crois que c'est impossible que tu vives une nouvelle vie, mais alors on pourra te mettre tout sur un plateau, c'est mort. Tu ne pourras jamais le vivre. Par contre, si tu commences par croire que c'est possible, avant d'avoir la foi que tout arrivera de manière juste, mais croire que c'est possible, bah, ça t'ouvre la porte en fait. Tu vois, moi, c'est parce que j'ai cru que c'était possible de changer de vie que j'ai changé de vie. Tant que je me suis dit, ouais, mais c'est pas possible parce que tu comprends, j'ai un appartement, que le crédit est lié à mon niveau de salaire, que du coup, j'ai toute ma famille ici, que j'ai tous mes amis, que tout est construit ici, que tout est en harmonie par rapport au contexte que je me suis créé. Bah, si tu restes attaché à ça, tu crois que c'est pas possible de changer. Parce que si tu changes de métier, peut-être tu seras payé, ouais, t'envisages toujours que tu seras payé moins cher. Donc, du coup, bah, ton niveau de vie étant calculé par rapport à ça, bah, tu te dis que c'est pas possible, que si tu t'éloignes, tu te sépares des gens, donc tu as peur de la séparation, tu as peur du jugement, tu as peur que ça marche pas, tu as peur. Enfin, voilà. Alors que si tu crois que c'est possible, tu commences à passer de bah, c'est pas possible. Parce que, ah, comment je peux y arriver? Et c'est là où tu as une porte qui s'ouvre, c'est là où tu as une idée géniale, c'est là où bah, en fait, tu laisses la porte ouverte à une idée, à quelque chose. Mm. Donc, voilà, moi, ce que j'entends par foi, c'est-à-dire vraiment se reconnecter à ce qui est plus grand que nous pour comprendre, en fait, que on maîtrise pas tout, on comprend pas tout, mais que si tout à l'échelle macroscopique fonctionne avec une précision magnifique, je vois pas pourquoi à l'échelle de ma vie, ça pourrait pas être le cas. Et c'est ça pour moi la foi. Ça n'a aucune connotation religieuse, comme je disais tout à l'heure. Tu vois. C'est super intéressant comme définition voilà, une définition qu'on peut avoir sur la foi en fait. Et Mm. c'est très intéressant, notamment ce que tu me disais tout à l'heure. Ça me fait penser aussi à la notion d'échec, que par peur de l'échec, on peut nourrir des regrets du coup après derrière. Mhm. Et comment justement dans une vie on peut faire le choix de se conformer aux attentes des autres, des parents, de la société, Mm. des amis, qu'importe, et ne pas vivre sa vie par justement par peur de l'échec, peur du regard des autres et plein d'autres peurs, quelles Ouais. qu'elles soient. Et finalement, c'est peut-être un jour se permettre la possibilité de se dire, bah, en fait, c'est possible d'avoir une belle vie cohérente et alignée sur tous les plans,
Mhm. en suivant tout simplement ce que j'ai envie au fond de moi. Parce que quand on regarde les croyances, c'est vrai que celles qu'on peut observer enfin, de notre société depuis l'école, depuis l'enfance, c'est les croyances. C'est impossible, tu n'y arriveras jamais, on peut pas vivre de ce qu'on aime. Enfin, il y a plein de croyances qui en fait nous empêchent d'être heureux. Et quelque part, c'est à cause de ces croyances-là qu'on vit pas dans un monde harmonieux et un monde joyeux parce on croit que c'est pas possible en fait. C'est une ça peut paraître utopie, ça peut paraître enfin voilà fou, mais c'est juste comment est-ce que en m'ouvrant le champ des possibles pour moi, j'ouvre le champ des possibles pour le monde dans la perspective d'accéder et de permettre l'advenue d'un nouveau monde. Bah, tu sais, à l'école, on nous parle souvent que si on fait ce qu'on veut, si tout le monde faisait tout ce qu'il voulait, ce sera un beau bordel. Parce qu'on estime que si chacun fait ce qu'il veut, c'est l'anarchie. L'anarchie dans le sens où on s'affranchit des règles, mais pour créer le chaos. Et ça, c'est la connotation négative, j'ai envie de dire, qu'on nous a amené dans la société pour se conformer aux règles. Alors que l'anarchie, bah, c'est justement ne pas être soumis aux règles éditées par quelqu'un qui veut te contrôler, mais se soumettre uniquement aux règles, j'ai envie de dire aux lois du vivant. La vie dit que les choses fonctionnent de telle manière, adapte-toi à ça. Par contre, si c'est ton voisin qui te dit, bah, écoute, la règle, c'est de me filer 10 000 balles par jour et puis de nettoyer mon devant parce que, voilà, parce que c'est pour la cohésion de la vie ensemble, tu vois, je vais avoir cet argent, je vais pouvoir le maîtriser pour faire ce qu'il faut avec mon idée, que tu vas balayer devant chez moi parce que comme ça va être harmonieux, ou tu vas faire tel métier pour le bien commun, c'est ça qui est problématique. Et justement, à l'école, on nous enseigne à créer une vie qui correspond au modèle de société qu'on a. C'est-à-dire un modèle dans lequel tu n'exploites pas qui tu es pour vivre une vie harmonieuse et donner de l'amour, mais tu exploites qui tu es pour être productif pour ce système pyramidal finalement, où la majorité de gens va contribuer, j'ai envie de dire, au rêve de la minorité qui va les manipuler un petit peu ou qui va contrôler ça. Et c'est là où on voit que ça ne marche pas et qu'il y a des dysfonctionnements. Alors que bah, l'idée, c'est que, tu vois, si on part du principe que si chacun fait ce qu'il veut, ce sera le bordel, ou que, par exemple, si tout le monde fait ce qu'il veut, bah, il y aura 12 millions de coachs et il n'y aura plus personne pour faire à manger. Mais est-ce que tout le monde a envie d'être pompier? Est-ce que tout le monde a envie d'être coach? Est-ce que tout le monde veut cultiver? Est-ce que tout le monde veut bâtir des maisons? Non. Par contre, je ramène ça à la foi qu'on a vu juste avant. Est-ce que ton foie a pour vocation d'être un cœur? Non, ton foie est un foie, il est heureux d'être un foie. Et ton corps a besoin du foie autant que du cœur. Et c'est parce que chacun joue son rôle que ça crée une harmonie. Et ben moi, j'ai cette foi dans le fait que si chacun fait ce qu'il veut, vraiment, avec le cœur, avec l'amour, avec tout ça, sans vraiment cette notion d'ego ou de manipulation ou de contrôle, tu vois, ou de séparation, euh, eh ben, se créera tout ce qu'il faut pour que chacun réponde aux besoins des autres. Tu auras suffisamment de médecins dans le sens où des gens qui auront la connaissance du corps et de la santé. Tu auras suffisamment de gens qui vont produire tout ce qu'il faut pour manger. Pardon. Tu auras suffisamment de gens qui vont être là pour transmettre aux jeunes générations, des gens qui vont être là pour renseigner dans un sens propre du terme enseigné, euh, et qu'il y aura toute une cohésion qui fera que chacun sera à sa place et que tout ça créera tout, enfin, une belle harmonie. Ça ne veut pas dire non plus retourner à l'âge des cavernes. Parce que généralement, quand on se dit, ouais, il faut revenir à l'essentiel, on part du principe que, ouais, mais aujourd'hui, quand même, tu te rends compte, les voitures, c'est quand même pratique, les avions et tout ça, ça nous permet d'eux. Et que si on revient à l'essentiel, globalement, à une vie plus locale, on va perdre tout ça. Mais c'est parce qu'on part du principe aussi que nos énergies, qui servent à faire fonctionner tout ça, bah, c'est des énergies fossiles. Et donc, tant qu'on les emploie, on saccage la planète, donc on est plus respectueux, et on est toujours dans ce système, j'ai envie de dire, pyramidal, où bah, quand tu viens consommer avec ces énergies, bah, tu remplis la tête des pétroliers, des compagnies électriques, et ainsi de suite. Enfin, les poches, je veux dire, tu remplis les poches. Mais aujourd'hui, il y a des personnes très bien, comme Nassim Haramein, que lui, pour le coup, je cite, parce que c'est un des rares que je connaisse et qui œuvre là-dessus, qui trouve des nouveaux moyens d'utiliser l'énergie de l'univers, en gros, voilà, pour
faire en sorte que ce soit cohérent, que ce soit respectueux de la terre, de la vie, de tout, et que tout le monde puisse y accéder facilement. Et du coup, on peut construire non seulement des choses qui produisent beaucoup d'énergie, donc continuer d'avoir des ordinateurs, continuer d'avoir des voitures, continuer d'avoir des avions, peut-être même aller plus loin dans l'espace, dans l'univers, parce que aujourd'hui, pour aller à un certain endroit, il faut quand même cramer une sacrée quantité de combustible pour être propulsé suffisamment fort pour y aller. Et puis ça prend du temps. Et voilà. Et donc, tu vois, pour moi, en gros, j'ai vraiment cette foi, comme je te disais, que si chacun est porté par le cœur, si chacun fait ce qu'il veut, en gros, et tous ensemble, il y aura suffi. Alors, quand je dis chacun fait ce qu'il veut, toujours avec cet esprit d'amour et de solidarité, quoi, vraiment. C'est prendre conscience qu'on est une entité globale et que si l'entité veut gagner, enfin, si l'individu veut gagner, il faut qu'il comprenne que l'entité globale doit gagner, quoi. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est que tant que tu respectes ces principes, et non pas ces règles, tant que tu respectes les principes du vivant, de l'amour, de la cohésion, quelle que soit la chose qui sera mise en place dans la vie de quiconque, répondra forcément à la cohérence de la globalité, quoi. Et c'est pour ça que ça ne peut que marcher et que ça ne créera pas d'anarchie, enfin d'anarchie dans le sens où destruction, ça ne créera pas d'incohérence, ça ne créera pas de manque ou ainsi de suite. Mm. Tout fonctionnera en cohérence. Un peu comme si nous, on était les cellules de la planète Terre. Il n'y en a pas une qui est inutile aujourd'hui. Après, comme certains moments, quand tu te comportes mal, j'ai envie de dire, quand tu ne te comportes pas en cohérence avec les lois de la vie, tu développes des maladies, tu crées des symptômes qui vont faire que... Et c'est même pas mal, en fait. C'est ton corps qui se protège pour continuer de vivre. Il va créer un truc plus ou moins agréable à vivre, mais il va créer un truc pour continuer la cohésion globale. Ça marche pour moi à l'échelle mondiale et universelle et tout, quoi. Au plus tu agrandis l'échelle, plus tu es soumis à ce truc de l'amour, globalement. Après, tu peux dire la vie, tu peux dire l'univers, tu peux dire l'intelligence, l'énergie vitale, tu vois, on pourrait parler de ça comme ça en termes naturaux, mais voilà, au plus tu grandis l'échelle, au moins tu es soumis à un genre d'ego individuel, quoi, tu vois. Et un des bons marqueurs, justement, ça peut être questionner aussi c'est quoi ses rêves. Parce que souvent, les rêves promulgués et mis en avant par la société, c'est des rêves où il n'y en a qu'un qui peut gagner. Et donc, un rêve pour quelqu'un, c'est la souffrance des autres. Et quand on remet en question, justement, et peut-être qu'on se pose la question pour la première fois, en fait, c'est quoi mes rêves? En se laissant le temps de voir ce qui émerge tout en douceur. Et ça peut être quelque chose de très simple, comme quelque chose de beaucoup plus élaboré. Donc, qu'importe, faisons avec ce qui est là et ce qui vient. Mais finalement, dans la vision que j'ai aujourd'hui, un rêve, un vrai rêve authentique, pour moi, c'est un rêve qui me nourrit moi et nourrit aussi plus que moi. Sinon, ça n'a pas de sens. Et donc, enfin, voilà, ça peut être peut-être un des bons marqueurs pour voir un peu si on, voilà, pour, disons, démarquer les rêves qui vont être plutôt limitants des rêves qui vont être plutôt abondants. Eh bien, ça peut être, est-ce que mon rêve me nourrit moi et aussi plus que moi? Et je crois Ouais. que déjà, on peut cheminer. Moi, je dirais même, ce que tu dis, c'est très juste, hein, mais je dirais même que aussi, quand tu te poses la question de quel est mon rêve, je dirais, est-ce que ce rêve, il est conditionné par la peur ou par l'amour? Parce que regarde, tu rêves d'être riche, tu rêves de gagner beaucoup d'argent. Si tu rêves de gagner beaucoup d'argent parce que tu as peur de manquer, tu as peur de ne pas avoir assez, tu as peur que t'as peur que tes enfants ne puissent pas subvenir à leurs besoins. Donc déjà, au passage, que tu les déconnectes de leur propre responsabilité de générer ce qui est suffisant pour eux. Et que du coup, tu fais ça par peur. Eh ben, tu mets pas la même énergie que si tu rêves de gagner de l'argent, parce que derrière, tu sais que tu vas pouvoir construire quelque chose pour la planète, que tu sais que ça va être un moyen. Je parle d'argent parce qu'aujourd'hui, c'est notre principal outil de troc, tu vois. C'est l'outil universel de troc, c'est ça. Ça pourrait changer après. Mais que du coup, c'est un moyen qui va te permettre de créer des choses. Si tu as de l'argent, tu peux embaucher des gens, tu peux acheter du matériel, tu peux voir aussi des projets plus grands.
Parce que qui dit grand projet, souvent dit moyen conséquent. Tu vois. Euh, donc, si tu le fais avec cette énergie d'amour, de transmission, bah, tu vas pouvoir réaliser ce rêve. Si tu le fais avec une énergie de peur, tu vas aussi être amené à te confronter au problème. Parce que peur, vibration basse. Donc, ça fait référence à l'échec, au doute, aux obstacles, au fait que tu vas rencontrer des gens dans tes projets qui vont être aussi en résonance avec ce même taux vibratoire. Et donc, tu vas être des gens qui vont être guidés par leur peur, par leur doute, et qui vont essayer de, par peur de cette insécurité finalement, bah, s'attribuer à tout pour eux au cas où il manque, plutôt que d'être ouvert au fait que ça puisse circuler pour tout le monde. Et c'est là où tu vois, bah, avoir des rêves, ouais, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Comme la personne qui rêve d'être juste, tu vois, on parlait de personnes malades tout à l'heure. Bah, la personne qui rêve d'être en santé, ok, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta santé? Qu'est-ce que ça va te permettre de pouvoir faire d'être en santé? Mm. Et si tu as peur que d'être en santé, si tu es dans la peur, j'ai envie de dire, du coup, bah, la santé, ça va t'amener à être déconnecté des gens, à se dire, bah, du coup, si je suis plus malade, les infirmières s'occupent plus de moi, les médecins s'occupent plus de moi, ma famille vient plus me voir, on prend plus de mes nouvelles. Voilà. Alors que si tu es en santé parce que tu veux parcourir le monde, découvrir qui est qui, de découvrir différentes cultures, différentes manières de voir les choses, partager et transmettre des valeurs, en fait, aux gens qui sont présents puis aux générations futures, bah, tu vois, la motivation de réussir à être en santé n'est pas la même. Comme la motivation de gagner de l'argent n'est pas la même. Comme la motivation de faire peu importe ton rêve n'est pas la même, tu vois. Mm. C'est pour ça qu'il y a une certaine énergie à mettre dedans et c'est pour ça qu'on nous demande aujourd'hui d'être vraiment dans l'amour. Et pas l'amour, je t'aime, tu m'aimes, on est amis, on est copains, on vit ensemble, on couche ensemble. C'est, c'est vraiment l'amour comme cette intelligence, ce lien de connexion. Et du coup, c'est l'amour en tant que taux vibratoire élevé qui t'amène en vibrant à une plus haute fréquence, à être connecté à quelque chose de plus grand, et donc d'être déconnecté par extension de tout ce qui est bas. Donc quand tu es connecté aux plus grandes possibilités, au divin, à l'amour, à tout ça, bah, tu te déconnectes mathématiquement de la peur, du doute, de l'échec, de la victimisation, de la guerre et de tout ça, tu vois. Et sur le... euh, Et ouais, justement, c'est pas grave. justement, cette notion d'amour, en fait, c'est une des, je sais pas si c'est seule ou unique, mais c'est une des énergies qui se décuple quand on le donne, quand on la transmet, quoi. C'est quelque chose qui est abondant par définition, puisque c'est déjà partout autour de nous. Peut-être qu'on ne le voit pas, mais c'est surtout dès qu'on le donne, eh ben, on est nourri par cet amour qui passe en nous. Et en même Mhm. temps, il se démultiplie et c'est quelque chose d'abondant, en fait, quelque part. Et quand on y repense, quand on voit les bonheurs de la vie, c'est toujours en lien avec cette notion d'amour dans le sens le plus large du terme, comme tu l'emploies, et le Mhm. plus global, non pas limité à l'amour charnel, l'amour avec quelqu'un, mais vraiment quelque chose de beaucoup plus large et un concept, disons, j'ai envie de dire d'amour universel, d'amour voilà, qui vient de Ouais, bien plus sûr. profond. Bah, c'est là où on le voit que l'amour se démultiplie, c'est parce que, bah, je sais pas, tu as deux parents, tu les aimes, j'ai envie de dire, dans la logique, on va dire, mais tu les aimes autant l'un que l'autre. Ensuite, tu as un ami qui se présente, tu l'aimes tout autant. Alors, je parle d'amour général, hein, je ne fais pas de distinction entre l'amour paternel, l'amitié, enfin, voilà, de l'amour. Donc, tu as de l'amour pour un ami, puis deux amis, puis trois amis, puis 10 amis. Et puis après, bah, tu as un enfant, tu as de l'amour pour cet enfant. Et quand tu as deux enfants, t'as pas deux fois moins d'amour pour le premier pour donner l'autre moitié au deuxième. Tu les aimes autant, ça se multiplie. Mais si ça se multiplie aussi, c'est parce qu'à un moment, tu le fais grandir en toi, cet amour. Et là, on peut parler de réserve d'énergie, on peut parler d'amour en tant que connexion, en tant que même sentiment, on pourrait le dire comme ça aussi, qu'émotion. Mais tu le fais d'abord grandir en toi pour pouvoir donner tout ce qui est. Par contre, si tu te vides d'une manière ou d'une autre, en n'acceptant pas que ça puisse circuler, en n'acceptant pas que ça puisse être quelque chose que tu mérites et que du coup tu te limites, bah, à un moment donné, zéro fois l'infini, ça fait zéro. Donc tu peux avoir autant de gens autour de toi qui te donnent de l'amour. Si tu ne le nourris pas en toi, il ne peut pas se démultiplier. Il faut au moins qu'il y ait un minimum pour que le- l'amour des autres puisse avoir un impact sur toi finalement. Sinon, ça veut dire que ta seule nourriture, c'est la nourriture des autres,
l'amour des autres, ce qu'ils vont t'envoyer de l'extérieur. Et c'est là où tu crées de la jalousie, tu crées des engueulades, tu crées de la dépression, tu crées plein de choses, des maladies même. Parce que tu vas avoir tellement peur qu'on te donne plus que tu vas oublier qui tu es. Et c'est là où tu vas vouloir coller aussi au modèle. Tu vas vouloir coller à ce qu'on aimerait que tu sois, en fait. Ou l'image que tu fais que ce que les autres aimeraient que tu sois. Je ne sais pas si c'est bien dit, mais c'est l'idée là. Et, euh, et c'est là où tu as des relations qui sont plus saines, qui sont plus harmonieuses. Et c'est là où, en fait, on a beau te donner de l'amour, mais tu ne sais même plus à quoi ça représente puisque tu es complètement déconnecté. Parce que à l'intérieur de toi, si tu as zéro, bah zéro fois autant que tu veux, ça fera zéro. D'où le fait de se prioriser d'abord. D'abord toi, tu fais grandir tout ça en toi, tu fais grandir cette connexion, cette énergie à l'intérieur de toi. Et une fois qu'elle est grande, bim, tu la distribues aux autres et elle va te revenir. Et c'est comme ça, quand tu es dans ce type de relation, que déjà tu vas attirer à toi des gens qui ont aussi fait grandir l'amour à l'intérieur d'eux et qui vont venir te le renvoyer plus ou moins en écho. Et c'est comme ça que ça va grandir. C'est pour ça qu'il y a cette condition, j'ai envie de dire, que bah, pardon, si tu veux que tes relations soient harmonieuses, si tu veux démultiplier cet amour, bah, c'est toujours à commencer par toi, quoi. Et c'est pas de l'égoïsme. C'est pas tout pour ma gueule et rien pour les autres. C'est moi d'abord pour pouvoir donner le meilleur aux autres. Et c'est ça la grande nuance, quoi. Et c'est souvent ce qu'on ne nous apprend pas quand on est jeune. Ah bah, aide ta sœur, aide si, fais plaisir à tes parents. Si tu étais un enfant sage, si t'aimais vraiment maman, tu rangerais ta chambre, tu vois. On conditionne l'amour à une validation de l'extérieur, quoi. Bah non, c'est toujours d'abord et c'est tout. Tu vois, tu parlais tout à l'heure du livre que j'écris, mais voilà, je fais un petit spoiler alerte quand je dis ça, mais dans quasiment tout ce que je vais partager, l'idée de base, c'est d'abord à l'intérieur pour ensuite à l'extérieur, quoi. Sinon, ça ne peut pas marcher. Sinon, c'est là que tu crées des... Si tu es déconnecté de toi-même, comment tu vas être connecté au reste? Tu vois? Donc, c'est un petit peu ça, quoi. Et c'est comment est-ce que je reprends, je reprends mon pouvoir, je me responsabilise à nouveau sur ma vie et Mm. du coup, ben, je me réattribue aussi, je redonne non plus, enfin, je ne laisse plus la société, je ne laisse plus à la société la responsabilité de ce à quoi sera le monde de demain, mais ça aussi, je me le réapproprie comme pouvoir et je décide qu'est-ce que je vais planter dans le jardin de demain, Mm. dans la perspective de voir Ouais. un jour nouveau. Est-ce que Mm. toi, selon, en disons, ce qui te vient là par rapport à ce nouveau monde, comment est-ce que, je sais que tu n'aimes pas trop les comment, mais Si, si, comment, vas-y. comment est-ce qu'on on y va? Enfin, on a parlé de tout ça, de tous ces changements à l'intérieur de soi, et comment ça se peut se manifester disons, en collectif, on a fait germer l'amour à l'intérieur de nous, on Mhm. le nourrit, on le grandit, on se réunit, et maintenant, comment est-ce que ça, à quoi ça peut ressembler? Euh, Ça peut ressembler à... comment je vais pouvoir dire ça? Euh, alors, déjà, il y a un truc. La première image qui m'est venue, en fait, ça va peut-être faire la transition, mais la première image qui m'est venue quand tu m'as parlé de ça, c'est déjà comment on va dans le nouveau monde, j'ai envie de dire, individuellement, avant de passer dans le collectif. Bah, j'ai envie de te dire, quand tu... comment je peux faire simple? Alors, je vais partir, ça va paraître hyper compliqué, mais tu vas voir, ça va être hyper simple. En physique quantique, on dit que ce qui est derrière... je vais prendre l'exemple avec toi. Ce qui est derrière toi, ça n'existera que quand tu te retourneras pour poser les yeux dessus. Ça veut dire que le monde matériel ne se densifie, ne devient palpable que quand tu portes ton attention dessus. Donc, pour moi, aujourd'hui, il y a une certaine incohérence, même si j'entends une certaine nécessité ou une utilité pour certains, il y a une incohérence de combattre le système actuel. Parce que si tu combats le système actuel, tu focalises ton attention sur quelque chose qui ne te convient pas. Tu es en train de dire, ah non, c'est pas bien que vous fassiez ci, c'est pas bien que vous fassiez ça, blablabla, là, c'est pas normal. Et donc, tu concentres ton attention là-dessus. Donc, si tu concentres ton attention là-dessus, tu finis par mettre de la densité là-dedans et ça devient ta réalité. Ça devient quelque chose de palpable. Et c'est là où tu peux
palper un monde qui n'est pas joyeux, où tu peux palper de la guerre, de la souffrance, de l'injustice, de la pauvreté et tout ça. Pour moi, la manière la plus constructive de construire le nouveau monde, bah, c'est non plus de combattre ce que tu ne veux plus, mais de construire ce que tu veux. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je ne veux plus vivre dans la peur. Donc, de base, j'ai tendance à, au premier abord, à faire confiance dans les personnes que je croise. Plus je fais confiance, moins je suis soumis au fait que des gens vont me faire des coups à l'envers. On ne va pas se jouer de moi. On ne va pas me manipuler. On va pas me voler. On ne va pas faire tout ça. Parce que je nourris le fait que je vis dans un monde où je peux avoir confiance. Et donc, du coup, mes rencontres se font avec de la confiance. Je nourris un monde dans lequel je ne dois pas travailler 8 heures ou 10 heures par jour pour contribuer au bien de la société. Je nourris un monde dans lequel travailler 2 heures, c'est suffisant pour moi. Tu vois, l'échange qu'on va avoir aujourd'hui ensemble, c'est mon travail de la journée. Et ça suffit. Parce que je me suis rendu compte aussi que euh, 2 heures d'efficacité, c'était plus constructif que 10 heures de présence dans laquelle tu es ponctué de petites efficacités. Donc, je nourris le fait que je travaille quand je veux, où je veux, avec qui je veux, comme je veux. C'est moi qui décide des règles de travail. Toujours tout ça soumis aux lois d'amour, de bienveillance, de solidarité. Euh, tout ça est là. Aujourd'hui, je ne veux plus un couple dans lequel j'ai besoin de ma moitié pour enfin exister. Je nourris un couple dans lequel je suis une personne à part entière, que Anaïs, ma chérie, est une personne à part entière, et qu'à nous deux, on forme une entité harmonieuse à part entière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petites discordes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petites embrouilles, des choses comme ça. On est chacun fatigué l'un et l'autre à des moments. Mais on a vraiment cette dynamique de construire ensemble. Et on a vraiment compris que, comme je le disais tout à l'heure à l'échelle mondiale, que pour que le couple gagne, eh ben, on doit gagner tous les deux. Si c'est moi qui gagne tout seul, le couple y perd. Tu vois. Et donc, on construit ça. On construit un monde dans lequel, le jour où on aura des enfants, on les mettra au monde dans les conditions qu'on a envie. On les éduquera comme on a envie, comme ce qui est juste pour nous. Et on ne va pas aller gueuler sur des écoles en disant mais vous vous rendez compte, vous ne vous occupez pas de mon enfant, et puis à tel moment, il devrait faire ça, et puis là, c'est pas juste. Non, ça ne me convient pas. Je ne vais pas chercher à expliquer comment tu fais mal. Je vais construire la manière dont je peux faire comme c'est juste pour moi, ce qui correspond à ma notion du nouveau monde. Et ce que je transmets. Et finalement, euh, quand je prends tous les aspects de ma vie individuelle ou collectif, eh ben, quand je me focalise à construire ce que je veux, je mets mon attention là-dessus. Donc, je fais en sorte que ce soit réel. Ce qui fait que petit à petit, on rencontre des personnes qui éduquent leurs enfants à la maison et qui créent une communauté. Même si on ne vit pas en communauté, ça crée une communauté de personnes qui donnent un nouveau système d'éducation. Je rencontre des gens en qui j'ai 100% confiance. Je peux leur confier ma vie, mes clés de voiture, mon portefeuille avec ma carte bleue et le code écrit derrière. J'ai aucune peur que ces gens le retournent contre moi, parce que je nourris la confiance. Et tout ce que je nourris, finalement, ça se matérialise dans ma vie. Et c'est pour ça que parfois, ça devient de plus en plus isolé comme réflexion. Mais quand je partage des choses, par exemple, j'ai le souvenir d'une personne, quand je disais en Thaïlande, voilà, je vis une vie de rêve, en gros, pour faire simple. Il dit, c'est facile d'avoir une vie de rêve quand tu es dans un contexte de vacances. Et là, tu vois, tu sens le truc de titiller quelque chose chez quelqu'un et qui vient me refléter en moi OK, où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Et finalement, ce genre de réflexion, je les ai même plus parce que je partage, je montre que c'est possible, je montre que c'est une vérité et que plus ça avance, plus ces vérités se multiplient et plus de personnes posent leur regard sur la même chose, plus la densité existe. Et c'est ce qui fait que ton mur derrière toi, il existe malgré tout. C'est parce que suffisamment de personnes, j'ai envie de dire, ont porté le regard dessus pour qu'il soit dense tout le temps, en fait. Et le nouveau monde, c'est ça. C'est qu'on soit individuellement porté sur ce qu'on veut voir dans le monde pour faire en sorte que ça se généralise et que de plus en plus de gens voient un peu la même chose et que ça devienne la référence. Aujourd'hui, la référence, c'est le monde pyramidal, c'est la consommation, c'est la compétition.
c'est le déséquilibre, c'est tout ça. Mais soit tu le combats et finalement tu lui permets d'exister, soit tu construis autre chose. Et à partir du moment où j'ai envie de dire, bah, ce monde va prendre de plus en plus de proportions, l'ancien monde, les anciennes normes, j'ai envie de dire, aura même plus la place d'exister et il va s'effacer par lui-même. Donc voilà comment on peut faire de manière collective. En fait, la manière collective, c'est la somme de plein d'individualités. Donc, j'ai envie de dire, une fois que vous avez, quand je dis vous, c'est ton auditoire, notre auditoire, une fois que individuellement, vous vivez ça, parce que c'est important de partir de soi, rapprochez-vous des gens qui sont comme vous, créez des initiatives, communiquez dessus pour qu'on vous rejoigne, que des gens avec la même énergie vous rejoignent, pour qu'ensuite, ça crée plein de petites collectivités. Et voilà comment on commence à créer un groupe. Puis une fois que plein de petites collectivités euh, sont en harmonie et en lien, ça crée quelque chose de plus grand. Et pour ça, j'ai envie de vous inviter à voir la vidéo que j'avais tournée avec Thierry Casasnovas, au-delà de toute polémique, puisqu'il parle ni de santé, ni de vaccin, ni de quoi que ce soit. Voilà. Il parle vraiment de cette vision où le but, c'est pas de reproduire un grand ensemble qui fait qu'on aura besoin, en gros, d'un chef qui prendra les décisions, mais de plein de petits ensembles qui sont, eux, interreliés, comme les organes du corps. Tout le monde existe, tout le monde a sa place, tout le monde est connecté, et chacun fait ses échanges, pardon, c'était très dur à dire ça, chacun fait ses échanges en fonction de ce dont il a besoin. Et il n'y en a pas un qui est maître de l'autre. Si le foie n'existe plus, le corps va mourir. Si le cerveau n'existe plus, le corps va mourir. Si les reins n'existent plus, le corps va mourir. Et ainsi de suite. Donc, tu vois, l'idée, c'est de créer plein de petits organes partout, autonomes. Le foie est autonome, tout seul, mais il a besoin de la collectivité pour fonctionner. Une cellule de foie est une cellule de foie. Elle n'a pas besoin de devenir une cellule cardiaque. Elle est autonome en termes de fonctionnement de cellules. Le foie est autonome dans son fonctionnement, mais il est quand même besoin de tout le groupe. Et là, ce sera un petit peu pareil, en fait. Et donc ça, il l'explique très très bien. Il a une très belle image, donc je vous encourage à aller la voir. C'est sur YouTube, où on a pris le temps de développer ça sur 1 heure. Donc voilà, c'est très précis. On mettra le lien dans la description. Ah bah ok, ça marche. Et puis voilà, donc du coup, pour créer de la collectivité, faut être déjà clair avec l'individuel. Si on attend de la collectivité pour faire quelque chose, ça revient au même aujourd'hui que d'attendre que le gouvernement passe une loi en toute logique. Et en se disant, tant qu'il n'y a pas la loi, moi, je ne peux rien faire. Non, c'est dans le sens inverse que ça doit marcher. C'est fait quelque chose pour qu'ensuite, la logique fasse que c'est cette loi-là qui va passer. Et que du coup, voilà, à un moment donné, si j'ai envie de dire, tu vois, j'avais ce débat-là quand je parlais de l'alimentation bio et tout, si tout le monde achète bio, la norme, ce sera que les magasins fourniront que du bio. Si on attend que le gouvernement passe une loi pour dire à Leclerc, Carrefour, Intermarché et tout d'acheter du bio, ça ne va pas marcher parce que ce n'est pas dans leur intérêt. Donc, faisons passer notre intérêt à nous qui est de consommer des produits sains. Achetons-les pour qu'il n'y ait plus de choix que de les produire. Tu vois, Coluche, il disait très bien, il suffirait que les gens n'achètent pas pour que ça ne se vende plus. Mais ça peut être aussi simple que ça. Et puis, pour reprendre ce que disait Anaïs dans le précédent podcast qu'on a enregistré, puis avec tout ce que tu as dit, qui complète exactement ça, c'est une fois qu'on a lancé toutes ces choses dont on a discuté depuis tout à l'heure, eh bien, faisons comme si on vivait déjà dans le nouveau monde. Agissons comme si nous y étions déjà, parce que quelque part, nous y sommes. Et voilà, une fois qu'on a toutes ces notions-là et de voir qu'est-ce qu'on veut nourrir en nous, pour nous et pour le monde, eh ben, les choses se mettent en place. Et ça laisse de très belles perspectives, en tout cas, et un champ des possibles beaucoup plus large qu'habituellement. Donc, Exactement. ça laisse plein de choses. Merci beaucoup, Eric. On arrive vers la fin du podcast. Ok. Je vais te poser la question rituelle. Vas-y. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message? Je dirais que le meilleur cadeau que vous puissiez faire au monde, c'est être vous-même. Pas être la personne qu'on aimerait que vous soyez, mais c'est d'être vous-même. Parce que si vous êtes présent sur cette terre, c'est pour être vous, c'est votre expérience qu'on veut, c'est votre point de vue qu'on veut. On veut rien d'autre. Si vous êtes que le reflet de quelqu'un, on a déjà ce quelqu'un à qui se référer pour avoir son point de vue. Donc, on a vraiment besoin que vous soyez vous. Donc, au revoir les peurs, au revoir les croyances, au revoir le regard des autres.
on vous veut vous, que vous le jugiez parfait ou pas parfait, c'est exactement ça qu'on veut. Voilà. Bien, merci beaucoup pour ce très très beau mot de la fin. Si vous voulez suivre les activités d'Eric, vous trouverez tous les liens dans la description de tes réseaux sociaux et puis de là où on peut te retrouver. Et si vous souhaitez soutenir mon projet de plantation de forêt de fruitière ainsi que le podcast, vous trouverez le lien de la cagnotte Tipeee dans la description pour faire un don. Eh bien, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Eric, Merci Ben, c'était un super moment. moi également. Et à tout bientôt.